chers concitoyens, chères concitoyennes, chers amis. Pour planter le décor, permettez-moi tout d'abord de faire un peu d'histoire. 1892, les ouvriers carriers sprimontois se groupent en société coopérative. C'est dans un contexte social d'oppression et de début de révolte, réprimée par le patronat de l'époque, que cette société coopérative ouvre un magasin à toute sœur en 1895. Dès 1898, cette société coopérative acquit un vaste immeuble sur la place du village. Elle s'agrandit et transforme le bâtiment pour y installer un café, une salle de réunion et un magasin avec un dépôt de charbon. Cette manière de s'organiser permettait aux ouvriers d'accéder à leurs besoins alimentaires sans passer par d'autres magasins et cafés qui étaient la propriété de leurs patrons. La colère monte, les syndicats prennent naissance et se structurent, ainsi que les mutualités. 5000 ouvriers travaillent dans nos carrières et déjà 95% d'entre eux sont syndiqués. Mais la guerre de 14-18 vint soudain interrompre ces mouvements et les bâtiments furent détruits. Il faudra attendre 1921 pour que cette société coopérative renaisse de ses cendres et voit l'achèvement de la construction de la maison du peuple actuelle. Les combats sociaux reprennent de plus belle, ce qui déclenchera à l'époque, en 1928 en particulier, une grève qui dura 21 mois, plongeant les ouvriers dans la misère la plus complète. La crise économique vient alors couronner le tout. Les pavés suédois, servant à lester les bateaux chargés de bois, viennent lourdement concurrencer le marché. À croire que l'histoire ne nous donne pas assez de leçons, puisqu'aujourd'hui, elle se répète avec les pavés chinois qui nous arrivent dans le même contexte. C'est dans ce climat que grandit une personnalité qui va marquer de son empreinte les luttes ouvrières de toute la région ourtamblaise. Mais je vais m'arrêter quelques instants pour lui donner la parole et vous permettre, non sans une certaine émotion pour certains et certaines d'entre vous, de réentendre ce personnage. Je ne vous dirai pas quel est son nom, je lui donne tout simplement la parole pour qu'il reprenne un discours d'époque, c'était en 1976. Militant dans la vallée de l'Ourthe, j'étais bien connu par tous les travailleurs de la Fédération hutoise, n'est-ce pas? Pour présenter une liste qui pouvait recueillir le plus de sympathie possible, n'est-ce pas? On m'avait demandé d'être un candidat suppléant, n'est-ce pas? J'ai accepté, moi. Je ne me souciais pas de devenir député ni rien du tout. J'étais occupé par le syndicat et mes organisations, ça me suffisait, n'est-ce pas? Mais mon nom pouvait servir le parti et je le donnais, n'est-ce pas? Le premier suppléant, c'était Tamboursin, un ancien rédacteur du journal Le Peuple qui était pensionné et retiré en Esbeil. Mais il est mort pendant la guerre 40 et je suis alors, moi, devenu le premier suppléant. Et à l'armistice, la libération du territoire, Arthur Wouters, qui était le député de Vivalem, a été nommé ambassadeur à Moscou. Il a donc démissionné comme député
et je suis devenu député. L'année suivante, n'est-ce pas, à la Fédération vitoise, on m'a demandé de passer au Sénat plutôt que de rester à la Chambre pour céder la place à Edmond Le Bulleton, qui avait été présenté par les amis d'Ouarel pour être député. Il ne pouvait pas être sénateur, lui, il n'avait pas 40 ans. En tant que parlementaire, j'ai fait accepter quelques petites affaires, n'est-ce pas, intéressantes pour les ouvriers, et j'ai défendu les intérêts de l'industrie des carrières. Les maisons du peuple, pour moi, c'était une grande chose. Avant la guerre 14, et après la guerre 14, avant la guerre de 40, nos maisons du peuple étaient des centres d'activité intenses. C'était là que partait la propagande socialiste, la diffusion des idées socialistes. On y réunissait, on avait des groupes d'agrément, il y avait des conférences, il y avait des cercles d'études, n'est-ce pas? Et cela avait pour conséquence de donner de l'envol aux idées socialistes dans la région. Et partout où nous avions des maisons du peuple, eh bien nous gagnions l'opinion publique. Quant aux coopératives, n'est-ce pas? Ce qu'on ne devrait jamais oublier, c'est les services que la coopérative a rendus à la classe ouvrière. Et pour ceux qui ont vécu avant 1914, n'est-ce pas? Eh bien, nous devons dire que la coopérative a contribué considérablement à l'amélioration du bien-être de la classe ouvrière, là où il y avait des coopératives. Les coopératives, c'était des groupements qui achetaient les marchandises et les revendaient à leurs membres, aux conditions les plus basses possibles, évidemment. On achetait en gros, on essayait, on prenait un bénéfice sur la marchandise, parce qu'il fallait tout de même une sauvegarde, n'est-ce pas? Et les gens achetaient à la coopérative parce que c'était moins cher qu'ailleurs. Et les coopératives étaient en somme des régulatrices de prix dans les localités où elles avaient été installées. Ce qui fait que le salaire des ouvriers était valorisé. On pouvait aller dans les localités où il n'y avait pas de coopérative, on constatait immédiatement une diminution du bien-être de la population locale. Alors, aux jeunes parlementaires ainsi qu'aux jeunes syndicalistes, je voudrais dire que la propagande ne passe pas simplement par la presse. Il faudrait aussi être en contact avec la population, et vous ne serez en contact avec la population que dans des groupes où les adhérents trouveront des satisfactions. Pour finir, je dirais qu'il y a des hauts et des bas. Nous avons eu des hauts, nous avons eu des bas, et nous les avons surmontés. Et il y aura encore des hauts, il y aura encore des bas, et nous les surmonterons. Parce que nous avons la volonté de les surmonter. Nous voulons la justice, nous voulons la fraternité humaine, la véritable humanité. Pour ça, j'ai confiance dans la volonté des hommes, et je terminerai en vous disant que le plus important est d'être sur le terrain, n'est-ce pas?